Bonjour Luc. Bonjour. Quels sont les effets de l'annonce du handicap sur les familles? En préambule, personne n'est préparé à avoir un enfant handicapé. Déjà pour les parents, il me semble important de mettre un nom sur les troubles de leur enfant. Et le syndrome de Rett a comme particularité d'être un syndrome à expression tardive. De là découle une spécificité qui est forte. C'est-à-dire que pour les parents, il y a à renoncer, non pas à un enfant imaginaire, mais il s'agit de renoncer réellement à un enfant qui a développé des interactions avec ses parents, un enfant qu'on avait perçu comme faisant des progrès. Il y a aussi quelque chose à remarquer, c'est que la plupart du temps, l'annonce ne se fait pas en une seule fois. Il y a des temps de l'annonce, parce qu'on ne peut pas tout dire à une seule fois. Il faut dire que la vérité, mais peut-être pas toute la vérité à une seule fois. Il y a des temps logiques, des temps pour comprendre. Par rapport à ce choc traumatique, eh bien, ça produit des effets de filtration par rapport à ce qu'il leur est dit. Les paroles qui vont être dites au moment du diagnostic ne vont pas forcément être entendues de manière neutre. C'est-à-dire que les parents vont avoir une manière d'entendre ce qui leur est dit qui leur appartient. Quelques paroles vont être gravées dans le marbre en quelque sorte. On parle de fétichisation des paroles. Ce sont des paroles qui vont être comme des talismans ou des cicatrices auxquelles les parents se raccrochent. Mais il y a aussi des mots qui n'ont pas pu être entendus. Des oublis, des méconnaissances, c'est un effet de la sidération que produit l'annonce du handicap envers les parents. Il y a aussi des non-dits, des oublis, des paroles malheureuses de la part des médecins ou autres, et qui vont être indélébiles et creuser une blessure qui ne s'effacera jamais. Donc ce moment de l'annonce, ou ces moments de l'annonce sont très particuliers. Ils ont un poids dans le trajet des parents qui va se retrouver à d'autres moments qui vont ressembler à celui de l'annonce, même s'il s'agit d'autres types d'événements. Je pense à la perte de certaines compétences chez l'enfant, compétences fonctionnelles. Il y a des temps forts tout au long du trajet de l'enfant et de ses parents. Plusieurs étapes psychiques par lesquelles passent les parents. Alors, je vais être un peu schématique parce que ces états ne se succèdent pas au sens strict les uns des autres. Quelquefois, il y a une coexistence de ces états. Mais les premiers sentiments, les premiers éprouvés des parents ressemblent à de la sidération. C'est-à-dire qu'ils sont sans voix, sans pensée. C'est comme un blanc psychologique, un blanc psychique par rapport à ce qui leur a été dit. C'est inintégrable. C'est inaudible en tant que tel. Cette nouvelle, ce traumatisme, ce choc traumatique, c'est inaudible. Donc on va parler là de sidération. Souvent, dans un deuxième temps, ce qui a été dit par rapport au diagnostic commence à être un peu intégré, mais il y a souvent un déni du diagnostic. Et là, je voudrais justement introduire les deux acceptions du mot doute. Ces deux acceptions sont très opérationnelles dans la psyché des parents. Alors la première acception, c'est le doute en tant que je m'en doutais. Je me doutais bien que ça n'allait pas. Et là, les parents vont rechercher, dans l'histoire précoce de leur enfant, et même in utero, les parents vont rechercher des signes, des indices qui montraient déjà que cet enfant n'était pas annoncé, n'allait pas comme les autres, même de manière très précoce. On ne sait jamais quelle est la part de la reconstruction a posteriori de ce qu'ils énoncent, comme indice montrant que ça allait pas bien, ou si vraiment, dès le départ, il y avait des signes, il y avait des petites manifestations qui pouvaient susciter déjà l'inquiétude. Alors, le deuxième sens du doute, c'est je mets en doute. Voilà, ce que vous me dites, je le mets en doute, je ne le crois pas, c'est trop fort, c'est trop intense, ça ne peut pas être vrai. Voilà. Et donc, à chaque fois, on peut dire que dans
les contours de l'annonce, dans les zones autour de l'annonce, de ces moments d'annonce, on peut retrouver ces deux moments forts, ces deux acceptions du mot doute. Le « je m'en doutais » et le « je doute de ce que vous me dites ». À l'annonce ou à la révélation du handicap. Alors, il y a aussi le chagrin intense, la peine, souvent incommensurable, qui peut être accompagné d'un vécu dépressif plus ou moins durable, plus ou moins profond. Ça dépend de beaucoup de paramètres et d'abord de la résonance que l'annonce vient trouver chez chacun par rapport à notre propre histoire, par rapport à notre propre personnalité. Ce choc va résonner différemment selon les personnes. Et puis après, on va souvent retrouver le sentiment d'une injustice profonde, accompagnée par la révolte. La révolte d'être choisi en quelque sorte par le destin. Et pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Ça, c'est des questions que la rationalité scientifique, le diagnostic, l'explication de cause ne viendra jamais saturer. Ce sont des questions qui ne trouvent pas de réponse. Mais les réponses, les apports en termes de causalité, en termes d'explication rationnelle, ça ne vient pas combler cette réponse. Et y a-t-il une différence de perception entre le papa et la maman? C'est vrai, je mentirais en disant que je vois beaucoup de papas. Effectivement, je vois beaucoup plus de mamans. C'est souvent, surtout les mamans qui viennent me voir, qui viennent voir les éducateurs. Bon, il faut être nuancé dans ces affaires-là, hein, mais c'est vrai que tout se passe comme si les pères ne s'autorisaient pas à exprimer leurs difficultés, leurs souffrances. De ma place, je ne pense pas que les pères souffrent moins ou souffrent différemment. Ils souffrent tout autant que les mères, mais il faut faire la place à l'expression de cette souffrance, ce qui n'est pas toujours le cas. Le père se croit investi d'une responsabilité de solidité, mais au fond, la souffrance est la même. C'est surtout une question de possibilité d'expression de la souffrance. Est-il nécessaire de leur annoncer leur handicap? Alors, leur annoncer comme on annoncerait une nouvelle, non. Leur en parler, certainement oui. Pourquoi? Parce que, comme je vous le disais, il y a un faisceau de perception qui conduit à ressentir au moins des difficultés. Et l'enfant peut voir une surcharge d'angoisse venir s'additionner à la perception de ces difficultés, parce qu'il ne connaît pas la cause de ces difficultés. Et c'est très compliqué pour lui d'avoir envie de faire quelque chose et de voir qu'il est empêché de le faire par des restrictions fonctionnelles ou physiques. On peut supposer aussi que ce sont des enfants qui sont très insécurisés. On voit leur état émotionnel prendre une place très importante dans les interactions qu'ils ont avec leur entourage proche. Donc à mon avis, il est très important de dire à l'enfant, à certaines occasions, ce que l'on sait, ce que l'on perçoit de ses difficultés, et mettre ces paroles en correspondance avec les états émotionnels qu'on observe chez l'enfant. Alors, il faut nuancer tout ça, il faut s'aider de la connaissance globale que l'on a de l'enfant, ça ne peut pas intervenir dans n'importe quel contexte, il ne s'agit pas d'asséner des vérités à l'enfant, mais suivant la relation qu'on a avec l'enfant, il est important, à mon avis, que les enfants polyhandicapés perçoivent quelque chose en termes de mots, de paroles, de leurs difficultés. Une fois que le handicap est connu, que peut-on faire pour aider les familles? Alors on peut faire beaucoup de choses. On peut prendre les recommandations de l'annexe 24 terre, que beaucoup de parents connaissent. Alors qu'est-ce qu'il est dit par rapport à la famille dans ce texte? C'est un texte de loi. Il est dit que la famille doit être informée, soutenue et associée. Voilà. Donc c'est une bonne base, je crois, une bonne base de travail qui peut guider les actions qu'on conduit auprès des parents et des familles. Par rapport au syndrome de Rett, il y a quand même des particularités.
il y a ce sentiment de bascule. Il y a un avant et un après l'annonce. Ça, c'est quelque chose d'important à repérer. C'est un peu comme si le temps s'était arrêté à un moment donné, qu'on avait basculé dans une autre vie. Encore une fois, dans le cas du syndrome de Rett, cet enfant, il est particulier. Cette fille, elle est particulière parce que c'est la même que celle que les parents ont connue avant. Il s'agit de la même fille. Et puis, de notre côté, elle est très différente de celle qu'ils ont connue. Elle est très inattendue. Et ça introduit la notion d'étrangeté dans la tête des parents. Une étrangeté qui est fabriquée par ce sentiment si semblable, si différent. C'est quelque chose qui est difficile à dire. On est dans le registre presque de l'indicible. Les parents ont beaucoup de difficultés à aborder ce registre de l'étrangeté et des fantasmes, au sens de l'imaginaire, des fantasmes qui peuvent se fabriquer dans la relation de tous les jours avec cet enfant. Alors cet enfant, cette fille qui a un syndrome de Rett, elle peut aussi provoquer d'autres antagonismes sur le plan des pensées chez les parents. Je disais si semblable, si différent, si aimable. Il a tellement besoin de nous, mais en même temps il est source de tellement de difficultés, tellement de chagrin, qu'il en devient détestable quelquefois. Alors ça, c'est des pensées qui pourraient être verbalisées, il faut du temps. Ça ne vient pas souvent d'emblée dans la parole des parents. Quand ils ont reconnu que leur enfant pouvait susciter en eux des sentiments contradictoires, et que ça restait le même enfant, et qu'ils étaient toujours des parents suffisamment bons, on peut dire qu'ils ont déjà cheminé. Souvent, cet enfant vient révéler des capacités d'empathie, des capacités qui relèvent du dépassement de soi chez les parents, qu'eux-mêmes ne soupçonnaient absolument pas. Donc, confrontés à un événement extraordinaire, au sens strict, eh bien, souvent, ils vont se révéler à eux-mêmes des capacités, une énergie, une faculté de dépassement de soi qu'ils ne soupçonnaient pas. Mais en même temps, ou à côté, il y a des phases de véritable effondrement, de faillite narcissique qui va les laisser exsangues quelquefois, pendant certaines périodes. Et ça tout au long du trajet de vie, avec quelquefois une consolidation après quelques années. Mais enfin, ça disparaît jamais. Ce risque disparaît jamais. Il me semble aussi important d'aborder les répercussions sur la fratrie. De manière générale, les frères et les sœurs sont confrontés à des difficultés très particulières. Ils sont confrontés à un enfant qui est à la fois semblable à eux, même génération, les mêmes parents, et à la fois différent. Leur manière de vivre leur sœur peut être différente selon le rang dans la fratrie. Si la fillerette est l'aînée ou si c'est un puîné. Voilà. Si c'est l'aîné, par exemple, ce que nous disent les frères et sœurs, c'est que pour eux, pendant un certain temps de leur enfance, avoir une sœur, c'était avoir une sœurette. Ça ne pouvait pas être autrement. Bon, évidemment, au bout de quelques temps, ils se rendent bien compte que leur sœur n'est pas comme les autres, n'est pas comme les petites filles qu'ils rencontrent à l'école. Ce qui se passe pour eux, souvent, c'est que, paradoxalement, d'une certaine façon, ils voudraient eux aussi être handicapés. À l'endroit de leur sœur, il y a beaucoup de sollicitude, d'abord de la part des parents, qu'ils le veuillent ou non. Il y a quelquefois des professionnels qui s'occupent de leur sœur, orthophonistes, kinés, psy. Donc tout ça est perçu par l'enfant qu'on va appeler valide comme des bénéfices secondaires du handicap. D'une certaine façon, il y a sinon une jalousie, du moins une envie d'avoir droit à cette sollicitude. Qu'ils voudraient, c'est être handicapé, mais sans que ça se voie. Et quelquefois, ils se demandent même s'ils ne sont pas handicapés et qu'on ne le voit pas. Bon, il faut entendre ce genre de questionnement.
parce que ça peut avoir des effets compliqués, des effets difficiles, des effets de souffrance aussi chez les frères et sœurs. Ils se mettent aussi, mais ça c'est un peu plus tard, mais ça arrive quand même assez jeune, dans une position qu'on appelle de parentalité. Ils veulent aider leurs parents. Ils prennent une place qui ressemble à celle qu'occupent leurs parents. Souvent, c'est alimenté par le fantasme d'une pensée un peu magique, qu'eux parviendront à guérir, à réparer leur sœur. C'est créer des idéaux inaccessibles. Et on ne peut qu'être en situation de défaillance par rapport à ces idéaux, ce qui peut rajouter à la souffrance. Un peu plus tard aussi, ils peuvent se demander s'ils veulent avoir un enfant, ils n'auront pas un enfant handicapé. Cette possibilité de transmission générationnelle, ça les interroge souvent. À l'adolescence, il y a des sentiments de honte, quelquefois, qui apparaissent par rapport aux copains. Ils peuvent avoir honte de leur sœur. Et plus tard, ils ont honte d'avoir eu honte. Donc il y a toujours un double mouvement de protection et de honte ou de méfiance, quoi. C'est une place qui est vraiment pas simple, qui influence le trajet d'un enfant. Ça a des répercussions indéniables. Ils ont quelquefois, ces frères et sœurs, une conduite qui est presque héroïque. Dans leur souci conscient et inconscient de soulager à la fois leurs sœurs et aussi leurs parents, on voit souvent des enfants qui mûrissent très vite, qui prennent des responsabilités qui ne sont pas forcément celles de leur âge. Il y a aussi un sentiment de valorisation qui peut émerger. Ils peuvent se sentir valorisés de se mettre en position parentale. Moi, je pense que les parents doivent avoir conscience que leurs autres enfants éprouvent les sentiments que j'ai décrits pour ne pas renforcer, par exemple, cette position de parentalisation, pour préserver des moments privilégiés où la sœur handicapée n'est pas forcément là. C'est pas évident, mais il faut avoir conscience que les autres enfants ont des choses à porter aussi, qui s'imposent à eux-mêmes. Il y a un aspect qu'il faut souligner, c'est la rivalité entre frères et sœurs. Dans une famille, quand il y a plusieurs enfants, il y a des chamailleries, il y a des désaccords, il y a une rivalité normale. Ça permet aussi de construire une identité propre, différente de celle de la sœur, de celle du frère. L'enfant valide par rapport à sa sœur arrête, ne peut pas être dans une rivalité. On voit des enfants qui sont des puits-nés, des enfants valides, qui se mettent à croire qu'ils sont les aînés. La rivalité normale, qui est constitutive de l'identité de chacun, elle a du mal à se mettre en place.